Dans cette toute nouvelle vidéo ici, qui est une vidéo en physique chimie pour déterminer la spécialité, dans le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et donc, quand on se retrouve au sein de cette vidéo, qui sera la dernière vidéo de ce thème, entre guillemets, sur l'établissement des équations horaires du mouvement dans un champ uniforme, dans un champ planétaire uniforme. Et après, donc, je proposerai un exercice type bac un peu décalé là-dessus. Et donc, par la suite, on verra ce qui se passe dans le champ électrique uniforme. Ok, on verra comment établir également les équations horaires. Alors, du coup, je vous propose cet exercice qui est en réalité aussi un exercice type bac, mais qui je trouve très intéressant parce que ça met beaucoup de notions. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de le réaliser vous-même, et ensuite on va corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, tout d'abord, donc, cet exercice, il y a deux parties, et donc ça concerne un service donc au tennis, ok? Enfin, non, pas au tennis, que je raconte, au volley, ok? Donc, du coup, on va tout d'abord dérouler avec la partie A. Donc, on déroule avec la partie 1 de notre exercice. C'est parti, on clique. Alors, première chose, exprimer les coordonnées du vecteur accélération du centre de masse de la balle après la frappe. Alors, du coup, là, c'est exactement comme dans le cours. Hein. Pour avoir les coordonnées du vecteur accélération, on va partir de la seconde loi Newton. Okay. On sait d'après la seconde loi Newton que somme des forces extérieures, c'est masse fois une accélération. Ok. Et là, justement, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les forces qui se passent? Donc là, il nous a dit une chose. Il nous a dit que tout simplement, l'étude du centre de masse de la balle et les faits, mais sans tenir compte de l'action de l'air. Ok. Donc, c'est-à-dire les frottements, toute action que l'air peut avoir sur la balle n'est pas tenue en compte. Ainsi, donc, lorsque la balle va être lancée, comme vous pouvez voir, comme vous avez pu le voir sur l'énoncé, en fait, elle va être lancée à une certaine hauteur h, et seul le poids va pouvoir s'appliquer. Parce qu'après, les forces aérodynamiques qui peuvent s'appliquer sur la balle, comme c'est des forces liées à l'air, celle-ci ne compte pas. Ok. Alors ça, du coup, c'est parti mon kiki. Donc on va dire, par définition, d'après la deuxième loi de Newton, on a la chose suivante. Ça, je pense que vous avez l'habitude. Vous savez que somme des forces extérieures, donc là, somme des forces extérieures, vous notez en vecteur dans le premier temps. C'est une masse fois une accélération. Alors pareil, petite précision, ça c'est chose bien insister. Là, vous avez un vecteur, il faut que quand vous écrivez un vecteur, que dans l'autre membre, vous ayez un vecteur, ok? En fait, un vecteur égale quelque chose fois un vecteur, ok? Il faut toujours qu'il y ait un vecteur des deux membres, sinon, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas dire un vecteur égale un réel, ou égale un nombre, ça n'a pas de sens. C'est forcément un vecteur qui est égal à un autre vecteur, ok? Pas quelque chose, plus quelque chose, mais en tout cas, c'est un vecteur égal avec un autre vecteur, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, somme des forces extérieures, c'est une masse fois une accélération. Or, le poids, c'est la seule force s'appliquant sur le système. Donc ça signifie que somme des forces extérieures, c'est le poids, c'est égal au poids. Or le poids par définition c'est une masse fois une intensité planetaire, tandis que la somme des forces extérieures, on l'a dit d'après la seconde Newton, c'est une masse fois une accélération. Comme à chaque fois on a masse du système, on peut diviser par la masse, on obtient que l'accélération du centre de masse égale intensité planetaire. Voilà, donc ça c'est une première chose qu'on peut déduire. Dans un second temps, on va se placer justement quand on lance la balle. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc quand je lance ma balle, encore une fois on va la lancer d'une certaine hauteur h, comme c'est indiqué sur mon schéma. Et donc du coup en prochant le vecteur axe, et donc là en prochant sur un axe OY, comme vous pouvez le voir, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le poids, vous savez, c'est vertical vers le bas. Comme la masse est strictement positive, on est en physique chimie, dans ce cas-là, le poids et l'intensité planetaire sont collinéaires et de même sens. Donc l'intensité planetaire est également dirigée vers le bas. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir en déduire la chose suivante. Les coordonnées du vecteur accélération ici, selon l'axe X, c'est nul. Selon l'axe Y, ça vaut moins G. Et selon l'axe Z, ici, donc, l'accélération, elle vaut 0. Ok? Bravo. Donc voilà, là, on a les coordonnées comme ça du vecteur accélération. Alors bon, je pense que vous devenez très facilement la suite de l'exercice. On l'a fait 150 fois. Et oui, effectivement, il va falloir établir les équations horaires du mouvement. Donc, établir que les équations horaires du mouvement du centre de masse s'écrivent x égale v0 fois t et g est égal moins 1,5 fois g fois t carré plus h. Ok, donc on y va. Et on va démarrer, on déroule. Donc, vous savez que par définition, l'accélération, tout d'abord, c'est
pour la définir, on va partir de la vitesse, et donc c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On pourrait même partir de la position et dire que c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Mais comme on ne peut pas primitiver d'un coup ou deux fois, et ben on va primitiver une fois pour atteindre la vitesse et primitiver une fois pour atteindre la position. Okay, donc là, je vais aller assez vite sur cette démarche. On l'a vu plusieurs fois maintenant en exercice et dans le cours également. Donc là, je vous laisse revoir les vidéos cours et l'exercice si vous voulez un peu plus de détails. Ok, si vous voulez aller un peu moins vite. Donc, c'est parti mon kiki. Donc là, comme on a dit, par définition, on sait que tout simplement, l'accélération, c'est dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc si je cherche la vitesse, on va faire l'opération inverse à la dérivée, c'est-à-dire primitiver. Ainsi donc, je vais écrire que les coordonnées du vecteur vitesse dans un premier temps, c'est Vy égale tout simplement une constante 1, non, Vx égale une constante 1, Vy égale donc moins G fois la chose suivante, donc fois T plus une constante 2, et Vz, je vais écrire que c'est égal à une constante 3. Pour trouver la valeur de ces constantes, je me place à t égale 0. Donc là, à t égale 0, qu'est-ce qui se passe? Donc, à t égale 0, on a donc Vx qui est égal constante 1, ok? Or, Vx, là on va faire un peu de trigo, comment je trouve Vx? Donc là, c'est du classique encore une fois. Donc là, comment je trouve la Vx? Et regardez, là, qu'est-ce qui se passe? Je constate que tout simplement, en fait, la vitesse là, donc vous avez une certaine vitesse à laquelle la balle est lancée, ok, va vous. Et la vitesse, elle est parallèle à l'axe x, ok. Ce qui veut dire que si je veux la vitesse de mon système, la vitesse sur l'axe x, et jusqu'à prendre le vecteur v0 et je le projette directement sur l'axe des abscisses, ok. Et ainsi, donc, je vais pouvoir lire très facilement la vitesse du système qui est égale à v0 sur l'axe x, ok. Donc, en gros, pour faire simple, vous avez votre repère, elle est comme ça. Voilà, je ramène ça en 2D exprès. Donc là, vous avez z, enfin, vous avez x, la y, et votre vecteur v0, il est comme ça, il est parallèle à l'axe x. Donc, ce qui veut dire que ce vecteur-là, je peux le projeter sur l'axe des abscisses, comme ceci. Et donc, la vitesse sur l'axe x, ça amène que tout simplement la vitesse v0, ok. Donc, or, vx, du coup, c'est égal à v0. Et là, il n'y a pas de cosinus parce que tout simplement, enfin, oui, on pourrait dire cosinus. Là, ce serait cosinus 0 même, enfin cosinus 0, puisque là, on n'a pas d'angle entre l'axe x et le vecteur. Ok, vous voyez le délire? Vy, donc, on en déduit que Vy égale, là, sur l'axe y, j'ai pas de vitesse. Donc là, ça vaut 0. Ok, ça peut arriver. Hein. Donc, ainsi, on en déduit les coordonnées du vecteur vitesse qui suivent. Donc, la vitesse de mon système, c'est quoi? C'est tout simplement Vx qui est égal à la chose suivante. C'est donc égal à tout simplement la constante 1, c'est-à-dire V0. Et Vy, donc c'est égal à ma constante 2, enfin c'est égal, pardon, moins G fois T. Et ma constante 2, on a dit qu'elle fait 0, donc moins G fois T, tout simplement. Ok. Et Vz, on a oublié de le préciser, là c'est égal à 0. Ok, parce qu'il n'y a pas de vitesse sur l'axe Z. Voilà. On a oublié de le préciser, mais à t égale 0, pas de vitesse sur l'axe Z. Donc là, voilà, je le répète encore sur ce chapitre. Il y en a beaucoup qui vont dire « apprenez par cœur vos formules, apprenez par cœur vos équations horaires. » Non, non, non. Là, je vous l'ai démontré sur 2 vidéos. Sur les conditions initiales où vous êtes, si vous apprenez trop par cœur, ça va pas marcher. Ok. En fait, oui, il faut comprendre la démarche. Une fois que vous êtes bien capté la démarche, de là, vous l'apprenez à bien la faire. Mais tout en tenant bien compte des conditions initiales. Sinon, ça ne marche pas. Alors maintenant, bon, j'ai la vitesse. Donc, du coup, je sais que la vitesse, par définition, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, si je retrouve la position, si je veux retrouver la position, je vais dire que la position, c'est quoi? C'est égal, donc, pour la position x à v0 fois t plus une constante numéro 4. Pour la position y de mon système, je dis c'est moins 1,5 g fois t carré plus une constante 5. Et pour la position z de mon système, je dis que c'est égal à une constante 6. Or, à t égale 0, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, la position x de mon système, je le vois sur mon repère, vaut 0. La position y de mon système, avant de lancer, je vois qu'elle vaut h sur l'axe y. Et la position z de mon système, je vois que sur l'axe z, je ne me déplace pas, c'est 0. Là, en fait, c'est un peu comme si vous faites du repérage de l'espace, vous savez, sur un cube. Sauf que, bien évidemment, on n'est pas sur un cube, mais on est sur un exo pratique.
Donc, on en déduit la chose suivante. On déduit que les coordonnées du vecteur OM, donc du vecteur position, c'est x égale V0 fois t, y égale moins 1 demi gt carré, plus la constante 5, donc plus h, et la position z de mon système est vaut 0. Donc là, on retrouve bien les deux équations horaires sur t. Okay, donc x égale V0 fois t, y égale moins 1 demi gt carré, plus h. Alors, du coup, question numéro 3, montrer que le moment de ce centre de masse, il est plan. Alors là, c'est pas très compliqué. Donc là, on va reprendre ce qu'on a fait précédemment. Donc, d'après la question 2, on a vu que la coordonnée z de l'accélération, donc AZ, on a vu également que la coordonnée z de la vitesse, VZ, et que la coordonnée z de la position de mon système vaut 0. Donc, ça signifie la chose suivante. Comme la coordonnée z à chaque fois de mon système, que ce soit pour son accélération, la vitesse et la position, elle vaut 0, ça signifie que le mouvement est plan. Tout simplement. Il est contenu en 2 dimensions, notre mouvement. Alors, en déduisant maintenant l'équation de la trajectoire, bon, ça on l'a fait plusieurs fois maintenant. Donc, on reprend les deux équations qu'on a trouvées, x égale v0 fois t, y égale moins 1 demi g fois t carré plus h. Alors là, pareil, ce que vous faites, vous partez de l'équation horaire la plus simple et vous essayez d'extraire t là. Et le t qui est ici, c'est le même qui est t qui est là. Ok, voyez. Donc du coup, j'extrais t. X égale v0 fois t, donc t c'est égal à x divisé par v0. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, et ça, je vais le remplacer dans l'autre formule. Ok, donc y, on m'a dit que c'est moins 1 demi g fois t au carré. Donc, plus h. Ok, donc plus la petite constante h. Donc ça fait moins 1 demi fois g fois t carré. Donc t, c'est aussi x divisé par v0. Donc ça fait x divisé par v0 dans un premier temps le tout au carré, plus h. Bon, après vous avez l'habitude, le carré, il faut le distribuer en haut et en bas. Donc du coup ça nous fait y égale moins 1 demi g fois x carré divisé par v0 carré plus h. On va encore un petit peu simplifier. Y égale donc moins g divisé par 2 fois v0 carré, ok, fois x carré plus h. Ok, voilà. Et donc là, on arrive à l'équation de la trajectoire. Cinquième question. Donc en admettant que la balle franchit ce fil, vérifiez qu'il touche le sol avant la ligne de fond. Ok, donc du coup, c'est la question 5. Il s'agit de déterminer tout simplement l'abscisse petit x pour lequel l'ordonnée est nulle. C'est ce que ça veut dire. Ok, donc si je dois représenter schématiquement la situation, ça veut dire on aurait ça. Donc là, on a l'ordonnée et là, on a l'abscisse petit x. Et donc, comme le mouvement, vous savez, est parabolique, le but est de déterminer lorsque tout simplement l'ordonnée y elle est nulle. Donc elle vaut 0. Voilà. Le but est de déterminer l'abscisse de ce petit point-là que j'ai tracé là. Donc on y va. Donc, alors attention, les petits détails que j'allais oublier, mais qui sert à son importance. Ici, on vous donne le rayon de la balle, ok, du ballon de volleyball. Ça, c'est ultra important. C'est ça qui va vous permettre de bien faire la chose. En réalité, donc, tout simplement, le but est de déterminer lorsque la balle va toucher le sol, ok. Donc, autrement dit, lorsque, non pas le centre de masse atteint le sol, mais plutôt le centre de masse moins 10 atteint le centre. Enfin, atteint donc le sol, ok. Donc, le but, c'est de vérifier lorsque on a cette situation-là, ok. Vérifier le point qui est là, de sorte à ce que vraiment la balle touche le sol, ok, et non pas le centre de masse. Donc là, on va faire gaffe à ça. Il ne faudra pas le négliger. Donc là, c'est 10 cm, il ne faut pas négliger les 10 cm.
Donc en réalité, on va chercher plutôt le point où bah, tout simplement la balle atteint le sol, c'est-à-dire où la balle bah, est à 10 la balle, plus précisément le centre de masse de la balle, est à 10 cm du sol. Parce que si le centre de masse est à 10 cm du sol, et bah, la balle est à 0 m. Vous voyez le délire? Donc, on cherche x, enfin, on cherche du coup x8 tel que y de x égale 0,10. Ok, là on va résoudre une petite équation. Ok, donc let's go. D'après l'équation de la trajectoire, vous savez que y de x, c'est donc on a dit moins g divisé par 2 fois v0 carré fois x carré plus h. Ok, ça c'est d'après l'équation que vous avez trouvée précédemment. Bon, alors du coup, le but c'est d'isoler x, ok, pour y arriver. Pour le faire, et ben tout simplement, dans le premier temps, j'ai le plus h qui me gêne, bah, je retire h. Donc ça fait y de x moins h égale, donc g divisé par 2 fois v0 carré fois x carré. Maintenant, j'ai tout ce produit-là qui me gêne. Donc, j'ai divisé par 2 fois v0 carré. Et bah donc, je vais multiplier par l'inverse de cette quantité, qui est la chose suivante. Donc, j'aurai y de x moins h. Tout ça, ce sera multiplié par l'inverse de cette quantité, qui est là. Donc, l'inverse de g divisé par 2 fois v0 carré, bah, c'est 2 fois v0 carré divisé par g. Ok? Et je fais de même au membre de droite. Donc, ça fait g divisé par 2 fois v0 carré. Le tout multiplié par son inverse. Donc 2 fois v0 carré sur g. Et après, il me reste quoi? Il me reste x au carré. Ok. Bon, on simplifie un petit peu. Ça fait y de x moins h fois 2 fois v0 carré divisé par g égale x carré. Moi, j'ai pas dit que je voulais x carré, j'ai dit que je voulais x. Bah, comment je fais pour sauter le carré? Et bah, j'applique racine. Ok. Donc, j'ai dit que tout simplement, x égale, alors il y a deux solutions possibles, soit vous dites moins racine de moins racine carrée de toute cette quantité, ou soit vous dites que x égale plus racine carrée de cette quantité. On va noter les deux. Après, bah, nous, comme on est en physique, on va essayer de conserver la solution la plus adaptée à la situation. Donc du coup, ça nous donne x égale, donc racine carrée de tout simplement y de x moins h facteur 2 fois v0 carré divisé par g, ou bien x égale moins racine carrée de y de x moins h multiplié par 2 fois v0 carré divisé par g. Voilà, donc ça, ce sont les deux solutions possibles. Maintenant, on va faire l'application numérique. Ok. Donc, les données. Rapidement, qu'est-ce que nous avons comme données? Donc, on a y de x, on a dit c'était 0,1. Donc 0,1 mètre, bien d'avance. Ça a été converti à l'avance. Donc là, 10 cm, vous convertissez bien en mètres. Moins h. H, on a dit c'est 3,50 m. Donc 3,50. Voilà. Même j'aurais dit moins 0,10 pour respecter mon nombre de chiffres significatifs. 2 fois V0. Donc là, est-ce que j'ai la vitesse V0 de mon système? Oui. Elle nous a donné, c'est 21 mètres par seconde. Donc fois, du coup, 21,0 donc mètres par seconde au carré, fois 2, j'allais l'oublier, divisé par G. Donc là, G, c'est 9,81. Si je ne me trompe pas, que c'est donné. Oui, c'est ça, c'est 9,81. Bon, après, on fait la même, hein, juste là, il y a un moins. Donc ça fera 0,10, moins 3,50. Bon, je n'arrête pas à la place de tout écrire. Fois 2 fois 21 au carré, divisé par 9,81. Ok, voilà. Et puis après, vous calculez tranquillement et vous conservez la solution la plus adaptée. Alors oui, du coup, j'ai fait les calculs. Alors oui, petite précision, faites bien gaffe. Bon, je n'ai pas rendu compte quand je fais la manip, mais c'est manger à chaque fois. Donc c'est pour ça, manger, parce que sinon la quantité n'est pas définie. Ok, comme on a dit, c'est manger divisé par 2 fois v0 carré fois x carré plus h. De ce que là, vous avez mangé à chaque fois. Ok, dans tout le long de la transpose, c'est manger en fait. Ok, il faut qu'il y ait un moins. Et c'est pour ça que après, quand vous allez faire la racine, normalement, vous devez bien trouver un nombre positif. Parce que là, autrement dit, si vous faites pas, si vous oubliez le moins là devant g, et ben automatiquement, il va y avoir un problème de calcul. Ok, la racine, ce sera la racine d'un nombre négatif. Et nous, pour l'instant, en spé maths ou en spé physique, on ne sait pas faire. Ok. Bon, après ceux qui font maths expert, ils ont une idée, mais pour ceux qui font spé maths et physique chimie normalement en terminale, ils n'ont pas d'idée de ce que ça fait. Bon, on obtient donc deux solutions, 1,7 10 puissance 100 mètres ou
Donc x égale moins 1,7, 10 puissance moins 1 mètre. Donc ça, c'est impossible. Impossible pour une simple et bonne raison, c'est qu'une distance, et ben, ça peut pas être négatif. Ok, et ça, c'est vrai même en maths. Donc ça, impossible car une distance n'est pas négative. Voilà. Alors, 17,17 mètres, est-ce que c'est bien inférieur à la ligne de fond? Eh ben oui, donc c'est bien inférieur à grand L en fait, qui est donc la distance entre les deux lignes de fond. Donc c'est bon. Donc bah pour le coup, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que David toujours, bah, s'il lance sa balle à cette vitesse-là, et bah la balle elle va toucher toucher le sol avant la ligne de fond, et donc du coup ça veut dire que si elle va rattraper et mettre pour la personne en question qui a lancé la balle. Voilà. Alors, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique exprimé, puis calculer la valeur de la vitesse, donc V sol, du centre de masse lorsque la balle touche le sol. Donc on y va. Donc, question 6. Par définition. Donc le théorème de l'énergie cinétique, il vous dit quoi? Il dit que somme des travaux des forces entre le point de départ, donc ici entre le point B et le point S, que je vais appeler, qui est le sol en fait. Donc somme des travaux des forces entre deux positions, c'est égal variation d'énergie cinétique, et ben entre ces deux positions-là. Ok? Donc entre les positions B et S. Ok? Ça, c'est la définition du théorème de l'énergie cinétique. Or, la seule force qui travaille, c'est le poids. Donc du coup, on va se retrouver avec le travail du poids. Donc entre les positions B et S, qui est égal variation d'énergie cinétique entre les positions B et S. Ok? Donc on va préciser. Hein. Or, seul le poids travaille. Donc, on va mettre ce que nous avons, somme des travaux des... Donc, on a donc travail du poids entre les positions B et S qui est égal énergie cinétique entre les positions B et S. Alors, travail du poids, ça vous l'avez vu l'année dernière. Pour le coup, on n'a pas eu le temps de le revoir cette année, c'est vrai. Mais le travail du poids, c'est très simple. Donc, soit vous appliquez la définition très classique du travail d'une force. Donc, vous dites que c'est F scalaire la distance fois tout simplement c'est F scalaire la distance voulue, ok? C'est F scalaire le vecteur de déplacement. Ou soit vous dites que c'est tout simplement égal à M fois G divisé par fois donc la différence d'altitude aussi, ok? Donc soit vous connaissez l'expression de manière directe, ou soit vous la retrouvez juste en appliquant la définition du travail d'une force, ok? Donc, oui, pourquoi? Comment dire? Pourquoi on dit du coup que c'est F scalaire AB, donc F scalaire le déplacement, et du coup pourquoi il n'y a pas de cosinus, entre guillemets, à la fin? Parce qu'en fait, tout simplement, le poids et le déplacement, ils sont collinéaires et en plus de même sens, ok? Donc du coup, on va obtenir que ce travail du poids, c'est M fois G fois différence d'altitude. Et là, vous prenez l'altitude la plus haute moins l'altitude la plus basse. Donc c'est ZB moins ZS égale variation d'énergie cinétique entre les positions B et S. Là, pareil, l'énergie cinétique, vous prenez l'énergie cinétique la plus haute moins l'énergie cinétique la plus basse. Ok? Donc, du coup, ce sera ECS moins ECB. Ok? En fait, le lieu où l'énergie cinétique sera la plus haute, donc ce sera au niveau du sol, moins le lieu où l'énergie cinétique sera la plus basse, donc en latitude. Bon, on bidouille tout ça, on y va. Donc, ça fait M fois G ZB moins ZS égale donc, alors regardez, l'énergie cinétique en S, et ben ils nous disent quoi? Et ben par définition, c'est 1 demi mg, c'est 1 demi mv carré S moins 1 demi mv carré B. Ok? Ça, c'est la définition de l'énergie cinétique. À chaque fois, j'ai la masse sur les différents membres, donc on peut simplifier. Ça fait G facteur ZB moins ZS égale donc 1 demi, donc V carré S moins 1 demi V carré B. Après, étape qui suit, moi je sais qu'est-ce que je veux la vitesse en S, donc la vitesse au sol. Donc là, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est l'addition par moins 1 demi V carré B. Donc j'additionne l'opposé, donc 1 demi V carré B. Donc ça fait G, ZB moins ZC moins ZS, j'ai arrivé, plus 1 demi V carré B égale 1 demi V carré S. Ok, mais moi je prends 1 demi V carré S. Donc dans un premier temps, je multiplie tout par 1 demi.
Donc du coup, ça va me faire la chose suivante. Là, quand vous avez deux termes, du coup, la multiplication par l'inverse de 1/2 va s'appliquer sur les deux termes. Donc ça, ou si vous voulez, on va le faire autrement. Quand vous avez tout multiplié par 2, enfin quand vous avez multiplié par 2 en fait aux deux membres, et ben ça va me donner 2 facteurs. Donc là, vous mettez gros crochet si vous voulez, pour pas vous tromper, c'est G facteur de ZB moins ZS plus 1/2 V carré B. Ok, vous faites comme ça, au moins vous êtes sûr de ne pas oublier. Et après, 1/2 fois 2, bon là, ça fait directement V carré S. Ok, là, le 2, vous le distribuez. Donc ça fait 2 fois G ZB moins ZS. Et après, 2 fois 1/2, ça fait 1. Donc V carré B égale V carré S. Bon, moi, je veux VS. Donc VS, je sais par définition, c'est racine carrée de 2 fois G ZB moins ZS plus V carré B. Ok. Et je prends que cette solution-là. Je pourrais prendre la solution négative, mais comme en physique-chimie, ça n'a pas de sens. Donc du coup, je prends juste la solution positive par aller plus vite. Après, bah, j'effectue mon calcul. Donc on va mettre maintenant ce qu'on cherche. On détermine V carré S, enfin VS plutôt. On met ce que nous avons. Donc on a G 9,431 mètres par seconde au carré. On a latitude en B, donc qui est égal petit h, qui est égal à 3,5 mètres. On a donc latitude en S qui vaut 0 mètres. Et on a la vitesse en B, donc qui est égal à V0. Donc VB égale V0, c'est-à-dire 21,0 mètres par seconde. Pareil, bon, là ici vous n'avez pas fait de piège, mais vérifiez toujours que vos vitesses soient correctes, ok, dans une bonne unités. Bon, donc ça fait. Or, on met ce que nous allons trouver. VS, c'est 2G ZB moins ZS plus V carré B. On remplace VS égale 2 fois 9,81 fois différence d'altitude. Donc là, ça fait 3,5 moins 0 fois plus, attention, la vitesse au carré en B. Donc du coup, ça fait 21,0 au carré. Voilà. Bon, j'effectue mon calcul tranquillement avec le bon nombre de chiffres significatifs. Donc là, conclusion, dans le résultat final, je devrais avoir 2 chiffres significatifs. Donc quand vous appliquez tout ça, vous trouvez que la vitesse de votre système, c'est 2,3 10 puissance 1 mètres par seconde. Donc 23 mètres par seconde. Ok, en répétant le bon nombre de chiffres significatifs. Bon, ensuite, on vous dit qu'en réalité, la vitesse donc, à laquelle la balle atteint le sol est plus faible que celle déterminée à la question 6. Proposer une explication. Donc là, pareil, ça c'est la même explication du plafonnien. C'est lié justement à des frottements. Ok, c'est lié à des frottements qui pourraient ralentir la balle. Et donc, en ralentissant le mouvement de la balle, parce que vous savez que les frottements, ils sont dirigés dans le sens contraire du mouvement, et bah du coup, ça va ralentir la vitesse de votre système. Ok, voilà. Ainsi, bah, finalement, les frottements, pour faire simple, ne seraient pas si négligeables que ça. Nous, ils les avaient négligés dans notre étude, mais en réalité, ils ne seraient pas négligeables. Donc, on peut noter. Voilà donc une explication possible de ce qui pourrait se dérouler. Voilà, c'est parti mon kiki. Donc, on va résoudre la partie 2 de cet exercice. Donc, partie grand 2. Partie grand 2, donc il s'agit de savoir d'évaluer la vitesse moyenne minimale du déplacement de ce joueur tel pour qu'il réceptionne la balle de la position grand R. Ok. Alors, on va lire rapidement ici quand même. Donc on dit qu'au moment où le serveur va frapper à t égale 0, un joueur de l'équipe adverse est placé à 1 mètre de la ligne de fond du terrain. Ok. Donc c'est-à-dire, bon, on va directement le traduire, mais c'est-à-dire son abscisse, c'est, comme il est à 1 mètre de la ligne de fond du terrain, logiquement il ne va pas être 1 mètre en plus de la ligne de fond. Il va être 1 mètre en moins de la ligne de fond. Donc c'est-à-dire son abscisse, c'est 17 mètres. Ok. Voilà. Là, je note. Donc ça, je vais noter XJ, voilà. Voilà, il débute sa course vers l'avant pour réceptionner le ballon en raisé manchette, comme on vous le montrait sur la photographie. Pareil, vous pourrez regarder au début de la vidéo pour avoir nuancé. Le contact entre le ballon et le joueur va s'effectuer à une hauteur de 80 cm au-dessus du sol. Donc ça, c'est Y de C. Bon, on va dire c'est 80. Ok, c'est 80 cm. Ok, les autres poissons horaires du mouvement précédemment établi restent valables. Ok. Donc, alors, c'est parti, on a toutes les données qu'il nous faut. Donc là, j'ai mis un peu ça en vrac, mais c'est comme ça que vous devez faire. Hein. Le jour où vous avez annoncé comme ça au bac, il faut vraiment mettre toutes les données en vrac. Ok. Donc là, j'ai l'abscisse du joueur au départ. Ok. Donc il a 17 mètres de ligne de fond. J'ai l'abscisse, enfin, je connais la hauteur. Ok. La hauteur à laquelle la balle va être touchée.
Et ben maintenant, il ne reste plus qu'à déduire le reste. Et c'est quoi le reste? Dans le premier temps, je vais essayer de déduire l'abscisse que je vais obtenir lorsque tout simplement ma balle va être réceptionnée. Ok. Donc, imaginez la situation. Donc là, le repère est comme ça. Voilà. Donc là, on a une abscisse de 17 mètres, pardon. Voilà. Et donc, on sait que le contact a priori entre la balle et la personne va s'effectuer à 90 cm du sol. Ok. Donc, on va essayer de déduire l'abscisse là. L'abscisse du point de contact, ok. Donc là, j'ai Y du point de contact, c'est 90 cm du sol. Je vais essayer de déduire l'abscisse que j'ai là. Et une fois que j'ai l'abscisse que j'ai là, je vais donc en déduire la distance qu'il doit parcourir, ok. Et une fois que j'ai la distance qu'il doit parcourir, dans un troisième temps, je vais donc déduire à l'aide d'équations horaires le temps de parcours qu'il va devoir effectuer, ok. Et dans un quatrième temps, donc la vitesse, ok. Bravo. Et donc le temps de parcours, comment on pourra le déterminer? Ça, c'est ce que certains pourraient se demander. Donc, le temps de parcours qu'il va faire entre là et là, sera égal exactement, ou inférieur ou égal exactement au temps de parcours que mettra la balle à partir d'ici pour arriver ici. Ok, a priori. Bon, on y va. Maintenant, on va faire ça proprement. Donc, dans un premier temps, il faut d'abord chercher l'abscisse du point de contact. Ok, donc on cherche XC. Ok, donc pour cela, on met ce que nous avons. Donc, on a l'attitude, ok, qui va fortement nous aider. Donc, Y de C, on a dit que c'était tout simplement 0,90 cm. 90 cm ou bien 0,90 m, plutôt. Ok, donc 0,90 m. Voilà, donc on laisse ça comme ça. Donc, voilà tout ce que nous avons. Et donc, petit h nous est donné. Donc là, on reprend les dimensions de tout à l'heure. C'est 3,50 m. Ok, donc ça, c'est la hauteur à laquelle on frappe. D'après la question 4, vous repartez de l'équation de la trajectoire. On avait déduit que y de x, c'était égal à moins g divisé par 2 fois v0 au carré fois x au carré plus h. Ok. Donc du coup, moi je veux pas y de x, je veux x. Et qu'est-ce qui me dérange? C'est le plus h. Donc on transpose tranquillement. Y de x moins h, ça me donnait quoi? Ça me donnait moins g divisé par 2 fois v0 carré fois x au carré. Moi, je veux d'abord isoler le x. Ce qui me dérange, c'est tout ça. C'est moins g divisé par 2 fois v0 carré. Donc, pas de souci. Bon, du coup, comme je dis, on va multiplier par l'inverse de moins g divisé par 2 fois v0 carré. Donc, ça va faire y de x moins h facteur, l'inverse de cette quantité. L'inverse de cette quantité, c'est quoi? C'est moins toujours. Du coup, 2 fois v0 au carré divisé par g. Ok, et ça vaut x au carré. Parce que là, quand vous avez multiplié par l'inverse de cette quantité au membre de droite, vous allez tenir directement 1. Et une fois x au carré, c'est x au carré. Bon, moi, je veux x tout court, donc je dis que x, c'est racine carrée de toute cette quantité. Y de x moins h facteur, donc moins 2 fois v0 au carré divisé par g. Voilà, vous pouvez laisser comme ça, vous pouvez réarranger. Bon, le tout, c'est d'arriver à bien faire le calcul derrière. Ok? Donc, on y va. Ça fait x égale. Donc là, application numérique. Voilà. Parfois, certains profs, ils aiment bien qu'on fait comme ça. Donc là, vous appliquez directement ce que vous avez. Donc, vous faites 0,90 moins la hauteur initiale. Donc, 3,50 multiplié par moins 2 fois v0 au carré. Donc, 2 fois v0 au carré. Alors ça, la vitesse initiale vous est donnée d'annoncer, c'est 21,0. Ok, mètres par seconde. Donc, ça fait 2 fois 21,0 au carré divisé par g. Alors g, vous êtes censé le connaître, c'est 9,4 fois 1 mètres par seconde au carré. Donc ceci équivaut à dire que x égale, et donc là, vous déterminez directement la valeur que ça donne. Ok. Bon, après calcul, donc vous trouvez que l'abscisse c'est la chose suivante. Donc là, on a deux chiffres significatifs, donc au plus petit. Donc on va en dire à deux chiffres significatifs. Donc on trouve que l'abscisse ici de notre système, c'est 1,5 mètre. Ok, 1,5 10 puissance de 1 mètre. Donc du coup, ça fait x égale 15 mètres. Voilà. Bon. Là, pareil, si vous avez pris 0,80, vous allez trouver plus autour de 16 mètres de mémoire. Voilà, plutôt que 15 mètres. Ok. Donc en soi, c'est pas trop dérangeant. Ça va vous donner une estimation plus ou moins de la vitesse. Donc voilà, même ce qui sera plus pratique, c'est de prendre 0,8. Comme ça sera plus pratique. Et là, vous allez tenir un 6.
Alors oui, parce que du coup, la balle, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est les coordonnées de ce point-là. Ok. Et donc, ça va pas être au centre de masse, mais bien, le rebord de la balle. Ok. Donc, le centre de masse, ici, on s'en fiche. Donc, du coup, bon, on va prendre 0,80. Comme ça, on est tranquille. Ok. Donc là, vous obtenez normalement 16 mètres. Bon, ensuite, on va partir de l'une des deux équations horaires, donc qui étaient à établir à la question 2, afin de déterminer la durée de t, telle que tout simplement notre balle va atterrir à l'abscisse 15 mètres, ok. Voilà, ou soit latitude 0,080 mètres, ok. Bon, là vous prenez ce que vous voulez, moi j'ai envie de dire, vous voulez prendre la plus simple, on va prendre l'équation horaire numéro 1, celle avec l'abscisse, ok. Or, d'après question 2, on a vu que x c'est égal v0 fois t. Donc si je veux t là, et ben vous prenez t, vous dites que c'est x divisé par v0. Et après, t, là, vous calculez simplement, vous dites que c'est 16 mètres, du coup, divisé par vitesse initiale, 21 mètres par seconde. Et donc, vous obtenez une durée en secondes, justement. Et donc, vous effectuez 16 divisé par 21. Et normalement, vous obtenez environ 0,77. 0,76, pardon. Donc 0,76, donc ça fait t égale la chose suivante. Donc ça fait, avec deux chiffres significatifs, 7,6 10 puissance moins 1 seconde. Ok. J'ai la durée qu'il me faut pour parcourir les 15 mètres en abscisse. Ok. Donc, ainsi, dernier élément. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que pour passer de 0 à 15 mètres, la balle, elle va mettre cette durée, 7,6 10 puissance moins 1 seconde. Mais, du coup, ça veut dire que mon partenaire, la personne en question, doit parcourir la distance de 17 à 16 mètres, donc c'est-à-dire 1 mètre, en cette durée-là également, afin de réceptionner la balle. Ainsi, on va donc en déduire. On déduit la chose suivante. Alors, petite précision ici. Je précise une chose. La relation V est égale à D divisé par T. Elle est valable seulement si le mouvement est considéré comme uniforme. Ok. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser n'importe comment. Là, je vais calculer une vitesse moyenne parce que je vais considérer mon mouvement comme uniforme. Ok. Comme uniforme, et donc c'est pour ça que j'utilise la formule V est égale à D divisé par T. Si si le mouvement n'est pas considéré comme uniforme, il faut faire toute la démarche en terminale. Ok. En première, on considère le mouvement comme uniforme, donc on fait une vitesse moyenne. En seconde, pareil, mais en terminale, faites gaffe. Si le mouvement n'est pas considéré comme uniforme, vous n'utilisez pas la relation V est égale à D divisé par T. Donc on va en déduire que V moyenne, alors V moyenne ou même V moyenne 1000, voilà, comme vous voulez, c'est la distance parcourue, voilà, divisé par delta t. Donc la vitesse moyenne minimale, la distance parcourue, donc là on va faire rapidement 17 moins 16, donc c'est-à-dire 1,0 m, divisé par la durée delta t, qui est égale à t, donc 7,6, 10 puissance moins 1 seconde. Normalement, si vous effectuez le calcul, vous allez trouver la chose suivante, donc vous trouvez ça fait 1,3 m par seconde environ. Ok, donc avec deux chiffres significatifs. Donc c'est-à-dire que la vitesse moyenne minimale, on va la convertir en km/h pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce que ça peut représenter. Donc là, vous la multipliez par 3,6 et donc vous obtenez 4,7 km/h. Voilà. Et ainsi, donc, a priori, la vitesse ici à laquelle va devoir se déplacer notre joueur est de 4,7 km/h. Ce qui reste donc une valeur atteignable, tout de même. Ok. Donc, atteignable, valeur atteignable. Donc, du coup, par conséquent, comme la valeur étant atteignable, et cette performance est réalisable. Ok. Alors, pourquoi réalisable? Pour une simple bonne raison, je vous le dis. Quand vous marchez, a priori, vous marchez grand maximum à 5 km/h. Donc, logiquement, quand vous allez courir, vous courez aux alentours de 10. Entre 10 et 20 km/h quand vous êtes en sprint. Enfin, en sprint, même, c'est plus 20 km/h, vous courez. Pour les très bons coureurs, vous êtes autour de 20-25 en terminale. Pour les coureurs un peu qui n'ont pas trop capacité sportive ou qui ont du mal, c'est 10 km/h. Donc, vous voyez que même vous courez beaucoup moins qu'un coureur qui n'a pas forcément trop de capacités sportives. Okay. Et pour un coureur lambda, on est autour de 15 km/h en sprint, sur du 500 mètres par exemple. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, c'est la fin de cet exotype bac. Je sais, il a été un petit peu long, plus long que ceux qui étaient annoncés. Mais je voulais vraiment qu'on détaille bien toutes les questions, toute la démarche. Donc, j'espère que tu y vois plus clair maintenant.
Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, et ben, c'est toi en mathématiques et en sciences.